Et si on vous disait que la guerre en Ukraine n'est pas celle qu'on vous raconte? Juan Branco dévoile les dessous cachés du conflit et la vraie stratégie de la France. Vous seriez pas engagé en Ukraine ? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est scandaleux à plein de niveaux. D'une part, parce que Emmanuel Macron, souvenez-vous-en, a complètement instrumentalisé. Enfin, souvenez-vous que ce conflit commence à 2 mois des élections présidentielles françaises. Donc Emmanuel Macron est en campagne, Emmanuel Macron est très bas dans les sondages, et il va commencer à faire des allers-retours pitoyables entre Kiev et Moscou pour apparaître comme à nouveau un chef d'État et en fait gagner une attention médiatique, une visibilité qui va écraser évidemment tous les autres candidats, qui ne peuvent pas concurrencer quelqu'un qui est en capacité de négocier avec Poutine. Enfin, vous voyez, donc il y a une sorte de... La compétition électorale est nécessairement un peu faussée par, en gros, l'instrumentalisation des moyens diplomatiques et de la puissance qu'a encore la France à des fins de mise en valeur d'Emmanuel Macron. Et le petit jeu un peu pitoyable qui, du coup, s'est mis en place entre lui et Poutine, où vous avez vu... Enfin, vous vous souvenez de cet épisode avec la table immense entre les deux où Poutine disait « Bon, je t'accueille, mais j'ai un peu compris ton petit jeu, allez, viens, d'accord, mais je vais quand même t'humilier un peu au passage, parce que c'est... » Ou même Emmanuel Macron qui essaie de nous faire croire jusqu'au bout qu'il est lui seul en capacité de faire éviter une guerre, alors que les tanks étaient déjà autour de Kiev. Voilà, bon, c'est un peu... Ça, c'est la première dimension. Et ensuite, l'alignement parfait d'Emmanuel Macron sur la stratégie atlantiste, très va-t-en-guerre, très favorable à un régime ukrainien qui, à mon sens, a beaucoup de défauts, avec... au lieu de traiter ça pour ce que c'était, c'est-à-dire avant tout... comment dire, la Russie et le pouvoir poutinien sont capables du pire et on le sait. Ils l'ont montré en Syrie, en Tchétchénie. Ils sont capables, quand ils ont un ennemi qu'ils considèrent dangereux, d'écraser, de détruire des populations entières, de raser des villes. Il y a un rapport à la violence qui est assez désinhibé. Et donc, la première phase de cette guerre, qui est avant tout, c'est un peu grossier de dire que c'est un conflit de voisinage, mais en gros, une tentative de reprise en main du régime politique ukrainien par la Russie qui visait à le faire s'aligner sur ses intérêts plutôt que sur ceux de l'OTAN et de l'Union européenne. En gros, un coup d'État à travers les armées et à travers une opération militaire. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine l'a toujours qualifié d'opération spéciale. Enfin, vous voyez, cette idée de dire on n'est pas en guerre contre l'Ukraine, ce qu'on essaye de faire, ce qu'il ne pouvait pas dire, c'est en gros faire sauter Zelensky qui est trop favorable à l'Occident et mettre en place un régime ami. Donc c'était une question d'influence politique. Et d'ailleurs, l'opération militaire russe, dans un premier temps, est très limitée en ampleur. Il n'y a pas justement ce qu'on a vu en Tchétchénie, en Syrie, c'est-à-dire des dévastations majeures. Ils auraient pu raser Kiev sans aucune difficulté s'ils l'avaient souhaité. C'est pas leur intention. Ils essayent de faire un coup d'État. Donc ils envoient d'abord les parachutistes aux abords de Kiev, puis après ils gardent les tanks derrière. Bon, bref, il y a tout un truc par étape. Et j'ai noté qu'au lieu de quelque part d'être soulagé, tout en étant inquiet évidemment de ce que ça implique pour la population ukrainienne en termes de perte de droits et ainsi de suite, mais de comprendre qu'il y avait là quelque chose sur lequel notre capacité d'action allait être limitée de toute façon, parce qu'on n'allait pas rentrer en guerre avec la Russie directement, parce que c'était sur un territoire qui était immédiatement proche, immédiatement connecté à la Russie, que c'est des civilisations qui sont en fait très proches, l'ukrainienne et la russe, avec une langue en commun, une histoire en commun, avec... pour certains même des liens historiques qui font que la Russie serait quelque part née sur le territoire ukrainien actuellement. Comprendre qu'il ne fallait pas le traiter comme disons, l'invasion des États-Unis de l'Irak. Enfin, par les États-Unis de l'Irak, vous voyez, c'était quelque chose qui était plus de l'ordre de la... non pas de l'inévitable, mais en tout cas de quelque chose qui ne nous concernait pas forcément au même titre qu'un autre conflit international, et qu'il fallait qu'on soit prudent. On a décidé de jouer à la surenchère et on s'est dit « Ah tiens, le fait qu'ils n'y aillent pas comme des grosses brutes comme ils l'ont fait jusqu'ici, c'est le symptôme qu'ils sont faibles et que donc peut-être qu'on va réussir à faire de ce conflit une opportunité pour affaiblir la Russie, voire pour faire tomber Vladimir Poutine, pour installer là un régime ami, et ainsi de suite. » Et ça, en fait, je pense, eu un coup très important pour le peuple ukrainien. Et honnêtement, moi, je pense que... Il faut faire très attention, encore une fois, la même chose que je vous disais sur éviter les projections sur Trump sans être familier au dernier niveau. Mais vous avez quand même des symptômes qui sont assez révélateurs. Le fait d'élire un ancien clown de la télévision à présidence de votre pays, c'est quand même un bouffon, quoi, au sens littéral du terme.
ça ne vous met pas forcément en position favorable pour la suite et ça peut déclencher des situations comme celle-ci, surtout lorsque vous avez en face une brute épaisse comme peut l'être Vladimir Poutine qui ne connaît que le rapport de force et qui a une intelligence très fine de ces rapports de force. Et Zelensky a sur influence états-unienne, parce que ça intéressait probablement les États-Unis d'envenimer ce conflit, amené à une position de résistance qui était peut-être inévitable, mais qui dans les faits a amené à un coût humain catastrophique pour les populations ukrainiennes, aussi évidemment pour les populations russes, mais là la responsabilité repose sur Vladimir Poutine, pour un gain qui finalement est très réduit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'en ont tiré les populations ukrainiennes? Elles sont peut-être pas sous la tutelle qu'elles craignaient, mais à quel prix? Et donc, est-ce qu'on a joué le beau rôle en alimentant cette surenchère et cette violence, en utilisant le Fonds pour la paix de l'Union européenne pour envoyer des armes, enfin, vous voyez. Et là, il y a une autre question. Une grande partie du narcotrafic en France aujourd'hui est encore alimentée par les flux d'armes qui viennent des Balkans, du fait des conflits qui ont eu lieu dans les années 90. Or, dès les premiers jours du conflit en Ukraine, on a vu des mitraillettes distribuées dans les rues et compagnie. Et l'Ukraine est quand même un des pays les plus corrompus au monde, avec d'ailleurs dans tous les domaines. L'Ukraine était très connue pour être une fabrique à ABB pour les GPA, enfin pour des enfants, enfin de trafic d'enfants pour les adoptions et compagnie. Pourquoi ? Parce que la corruption était tellement généralisée qu'y compris sur la question des adoptions et des orphelinats et compagnie, il y avait déjà il y avait un système qui s'était installé de location de ventre en gros pour les Ukrainiennes. Et ça touche à tous les domaines. Et donc le contrôle sur les flux financiers qui arrivaient aux États-Unis, en Ukraine, et notamment les flux d'armes, est très faible. Il y a beaucoup de détournements de ces livraisons d'armes et qui risquent un jour de se retourner contre nous. Et moi, j'avais missionné du Quai d'Orsay en 2013, en complet désaccord avec la politique qu'on avait adoptée en Syrie, alors même que j'étais très opposé à Bachar el-Assad, et évidemment parce que je travaillais sur la question de justice internationale et de droits de l'homme, donc vous imaginez que le massacre qu'avait commis cet homme ne me plaisait pas beaucoup. Mais ce que je voyais, c'est qu'on s'est allié justement au Qatar et à l'Arabie Saoudite pour livrer des armes de façon massive à la Syrie, aux groupes armés syriens, et dont notamment à des groupes fondamentalistes, comme Al-Nosra et compagnie. Et j'avais dit, mais à un moment donné, cette violence va nous revenir. D'autant plus qu'on n'arrête pas de dire que Bachar el-Assad est le diable, mais qu'en même temps, visiblement, on n'est pas en mesure de le faire tomber. Et que du coup, évidemment, on commence à avoir de plus en plus d'imams qui appellent, y compris des populations françaises et des jeunes Français, à aller se rendre sur place pour faire ce que on ne fait pas nous, c'est-à-dire lutter contre le diable. Et cette violence nous est revenue, parce que le Bataclan est né de la guerre syrienne. Le Bataclan a été organisé à partir de l'État islamique sur le territoire syrien, qui est né sur le territoire syrien, du fait de cette guerre civile à laquelle on avait participé. Et donc je suis très inquiet de phénomènes similaires, alors évidemment pas sous la forme de terrorisme islamique, mais et des conséquences que sur le moyen terme, cette guerre et notre participation à cette guerre va avoir pour nous, Français. Alors même qu'en réalité, notre contribution à cette guerre n'a en rien aidé à la résolution de ce conflit. En rien, au contraire. Elle a amené à persister et à nous mettre en position de vulnérabilité, par ailleurs sur les questions énergétiques, le prix du gaz et compagnie, avec toutes les conséquences que ça a sur le peuple français. Bon, c'est pas une réponse très tranchée, mais enfin, je pense que c'est des sujets tellement délicats je préfère rentrer dans le détail plutôt que de vous dire blanc ou noir. Oui, bien sûr. Ça vous a déçu parce que Donald Trump, du coup, il avait fait beaucoup de promesses qu'il a tenues, notamment de gracier pas mal de personnes par rapport à la prise du Capitole. C'est ce qu'il a fait au niveau de l'immigration, des crypto-monnaies, il était attendu au tournant. Et il y en avait qui pensaient qu'il allait gracier des lanceurs d'alerte comme Snowden. C'est quelque chose, vous avez espoir ou vous êtes déçu ou pas ? Non, alors Snowden ne va jamais être pardonné. Je pense qu'il vit dans un monde un peu imaginaire. Ce que je comprends, hein, mais qui est une forme de naïveté politique qui l'a amené d'ailleurs à commettre cet acte politique merveilleux. Donc quelque part, c'est tant mieux. C'est consubstantiel à sa figure, mais il se fait il vit dans l'illusion de ce que l'appareil d'État américain pourrait le pardonner. Quand vous êtes président d'un pays, vous n'avez pas tout le pouvoir. Vous devez composer avec des structures administratives qui, elles, sont permanentes et qui vont rester là, quoi que vous fassiez. Et qui, lorsque vous partirez, resteront là, et notamment dans les systèmes démocratiques occidentaux, en tout cas représentatifs plutôt que démocratiques.
les administrations sont très conscientes que vous n'allez pas rester 40 ans. Et que donc, il y a un certain nombre de politiques qu'elles vont pouvoir ne pas appliquer tout à fait en attendant que ça passe, quoi. Et à l'inverse, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir leur imposer en termes de déviation par rapport à leur politique habituelle. Et l'une d'entre elles, c'est évidemment de pardonner un homme qui a révélé tous leurs méfaits et qui les a mis en danger. Et parce qu'ils considèrent que si vous le pardonnez, vous allez inciter à ce que d'autres le fassent. Et avec les conséquences que ça pourrait avoir sur leur capacité à agir. Donc ça, Assange, quelque part, a fini par réussir à résoudre sa situation parce que c'était un citoyen étranger, parce qu'il n'avait pas accès directement. Lui, il était journaliste. Snowden est considéré comme un traître. Il était dans le système. Pour ceux qui sont trop jeunes, qui ne savent pas qui c'est la personne qui a révélé tout le système de surveillance généralisée de la NSA, donc d'une des agences de renseignement américaines, sur les populations mondiales et parfois des pays entiers dont toutes les communications étaient aspirées par la NSA, ce qui est quand même un truc incroyable. Sauf qu'il était un employé de la NSA. Et il est parti avec son disque dur à Hong Kong et il a balancé ça à des journalistes, notamment proches de Wikileaks. Et donc, ce genre de personnes, on ne les pardonne pas. On ne les pardonne pas parce qu'elles présentent un risque systémique. C'est-à-dire qu'encore une fois, par mimétisme, d'inciter d'autres à faire comme lui. Donc j'ai pas eu de déception à cet égard. Je sais que la famille de Julian s'est beaucoup mobilisée pour qu'il soit pardonné parce qu'en fait, pour être libéré, Assange a dû admettre avoir commis un délit mineur. Ça faisait partie du deal avec les États-Unis. Moi, je considère que chercher la grâce présidentielle sur ce sujet, c'est quelque part attribuer une valeur à quelque chose qui n'en a pas. On s'en fiche, en fait. Enfin, tout le monde sait qu'il a fait ce qu'il a fait et que c'est un héros d'avoir fait ce qu'il a fait. Qu'il y ait une condamnation ou non pour ça ne change rien. Et ça, c'est une question un peu... Je pense une position un peu générique que j'ai par rapport aux appareils de pouvoir. Et il faut qu'on fasse très attention quand on est en opposition à un pouvoir à ne pas attribuer de la valeur aux décisions judiciaires. C'est très confortable pour essayer de stigmatiser un adversaire, un ennemi, d'utiliser ses propres instruments pour l'attaquer. Ça me rappelle, pendant les Gilets jaunes, il y avait des anarchistes de gauche qui m'avaient beaucoup critiqué en citant notamment des articles de Closer et de Gala qui disaient que j'étais homophobe parce que j'avais révélé la relation entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, bon, n'importe quoi. Entre Gabriel Attal et qui ? Et Stéphane Séjourné, qui est aujourd'hui commissaire européen à l'économie, qui a été brièvement ce brillant ministre des Affaires étrangères, qui ne savait pas parler français. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Ça n'a pas duré longtemps. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, c'était il y a quelques mois. Stéphane Séjourné se ridiculise parce qu'il fait des fautes à l'oral vraiment grossières et que c'est un garnement, quoi. Il a même pas 40 ans. En fait, il est là par des réseaux d'amitié, notamment parce qu'il était le petit ami de Gabriel Attal, qu'il avait lui-même propulsé quand il était conseiller politique d'Emmanuel Macron. Il lui avait donné sa circonscription. Et des jeux de courtisans, et que j'avais révélé à l'époque, mais en étant complètement... Et donc, qu'on a essayé de sauver en prétendant qu'il était dyslexique, et donc il y avait eu plein d'articles dans ce genre de presse qui disaient « Non, mais c'est un scandale de l'attaqueur qui est dyslexique, c'est dyslexicophobe », ou enfin, je sais pas quoi, enfin, vous voyez le niveau quand même d'inversion accusatoire. Et donc, on m'avait fait le même coup pour Gabriel Attal et lui, au moment où j'ai révélé leur relation, sans avoir rien à faire du fait que ce soit une relation homosexuelle, hétérosexuelle. Enfin, vous voyez, c'était vraiment pas le sujet, quoi. Ce qui était le sujet, c'était ces sortes d'incompétences liées aux affinités électives. Plein d'articles disant « Ouais, révélation homophobe, scandaleux, outing, nana ». Et donc, j'avais des anards de gauche qui s'appuyaient sur ces publications et donc qui, du coup, n'avaient pas intégré le fait que c'était des publications qui étaient évidemment instrumentalisées par le pouvoir auquel ils sont censés s'opposer, pour essayer de discréditer celui qui, à l'époque, pouvait être un de leurs alliés objectifs. Et donc, de la même façon, par définition, il faut garder une distance par rapport aux médias oligarchiques. Si vous attaquez à l'oligarchie, sinon ce serait un peu paradoxal. Vous appuyez sur ce que vous critiquez, ce à quoi vous opposez. Il faut avoir la même distance à l'égard des systèmes judiciaires. C'est pas parce qu'un système judiciaire s'attaque à un tel ou condamne un tel ou un tel qu'il y a une vérité nécessairement qui est sous-jacente, en particulier lorsqu'il s'agit de procédures politiques. Tout mon camp a une gourmandise extraordinaire à l'idée aux procédures qui touchent par exemple à Nicolas Sarkozy, voyez, et adore s'en gargariser et s'assurer que c'est vraiment le mal qui est en face de nous.
où je pourrais vous dire la même chose dès que ça touche un membre de la Macronie, en disant il a été mis en examen. Si on était un peu raisonnable, on essaierait d'analyser la factualité derrière tout ça pour en effet faire notre jugement, mais sans s'appuyer sans donner un crédit d'office à ces décisions, à ces procédures judiciaires, parce que le système auquel on s'oppose est avant tout un système qui fait de la justice un instrument de règlement de compte au sein des élites, d'élimination de telles personnes pour des intérêts particuliers. Et l'une des raisons de notre opposition à ce système est non seulement cette instrumentalisation, mais le caractère profondément défaillant de l'appareil judiciaire en tant que tel, dans son ensemble. Donc on ne peut pas, quand ça nous arrange, dire « Ah oui, mais là si, c'est quand même un argument d'autorité », et le lendemain dire « Non, mais en fait, c'est vraiment une justice pourrie ». Enfin, vous voyez, il faut à un moment donné être conséquent, quitte à ce que ça nous prive d'armes rhétoriques et de lutte symbolique contre nos adversaires. Voilà, donc extrayons-nous soyons cohérents avec nous-mêmes, voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, en tant qu'avocat, j'essaye au maximum de ne pas faire de l'institution judiciaire un mécanisme d'édiction de la vérité qui fait que quand j'emporte une victoire, je dis « Voyez, on avait raison ». Non, parce que je sais très bien qu'on aurait très bien pu perdre sans qu'on ait pour autant moins raison. Et par exemple, j'ai gagné des procès aux côtés de citoyens français, gilets jaunes et autres, contre Emmanuel Macron, contre Gérald Darmanin, avec des plaintes personnelles déposées par eux. Parce qu'ils considéraient qu'ils avaient fait des posts Facebook qui étaient insultants, vraiment des choses minables, qui font que des affaires de violence conjugale sont déplacées 1 an plus tard, pour pouvoir les juger en urgence, parce que c'est très important qu'on s'occupe du commentaire Facebook qui était pas agréable pour le ministre de l'Intérieur, n'importe quoi. Et donc, quand on gagne des affaires comme ça, donc, dans un environnement quand même très défavorable, vous avez quand même le chef de tous ces gens qui dit « Maintenant, vous me le faites condamner, celui-là ». Il faut en tirer gloire, mais non pas du fait que la justice serait équitable et capable d'indépendance, mais tout simplement du fait qu'on a réussi à arracher à ce système de pouvoir quelque chose et l'empêcher de nuire autant qu'il le souhaitait. Mais c'est pas pour autant que tout d'un coup on commence à croire dans le système judiciaire. Vous voyez, c'est juste que là on a réussi à renverser la mécanique, mais c'est un miracle. Et nous, ce pourquoi on se bat, c'est d'éviter qu'on ait à chercher des miracles. C'est que ça devienne impossible de mener à bien de telles procédures, quoi. Merci d'avoir regardé cet extrait. Pour découvrir d'autres analyses et débats sur l'avenir de la France et du monde, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur la chaîne de Léa Ricci, lien en description, et partagez votre avis en commentaire.